Ah, la France, quel beau pays! Et sa constitution de 1958, un chef-d'œuvre juridique et constitutionnel. Il faut dire que le général de Gaulle, avec Michel Debré, ont mis le paquet pour créer la constitution idéale. Alors oui, la France, quel beau pays! Le berceau des droits de l'homme, le berceau des libertés, de la fraternité, de l'égalité. Mais, en fin de compte, vivons-nous un peu comme les citoyens de l'Empire romain au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ qui se croyaient encore en république. République, république. La question que nombre de personnes se posent est la suivante. Vivons-nous réellement dans une vraie démocratie ? Alors certes, nous ne sommes pas au Chili des années 1973. Néanmoins, quelques petits détails à droite, à gauche pourraient nous montrer que la démocratie s'échappe quelque peu par bribes, par fractions de notre quotidien républicain. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est après cela. Salutations, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Alors, dans à peu près 1 heure, premier tour des élections présidentielles. Nous saurons qui vont être les 2 challengers qui vont se défier pour le combat final dans 2 semaines. Et évidemment, il y aura toujours les analystes politiques, les journalistes, les organismes de sondage qui vont étudier la situation. Nous verrons si ces charmants messieurs se sont encore bien plantés, comme en 2002 par exemple, qui avait vu le duel Chirac-Le Pen que personne n'attendait. Ou alors, s'ils se sont plantés, comme lors de l'élection de 1995, si mes souvenirs sont bons, où l'on attendait Balladur et on a vu arriver Chirac, avec le fameux « Je vous demande de vous arrêter ». Nous a bien fait rire Balladur ce coup-là. Bref, aujourd'hui vous avez voté ou vous n'avez pas voté, parce que le non-vote, le vote blanc, qui n'est d'ailleurs pas reconnu dans la Constitution, alors qu'il le devrait, puisque c'est un acte de rébellion. Ça veut dire, je ne me place pas dans votre système. Je ne suis pas d'accord avec les candidats que vous me proposez. Le vote blanc n'est pas comptabilisé. Par contre, on verra combien se sont abstenus. L'abstention, le premier parti de France. Alors une question me vient à l'esprit, très rapidement comme ça. Jusqu'à quel moment les élections seront valides avec un taux d'abstention de 50%, 60%, 70%, 80%. Si un jour, il arrivait qu'un président de la République ou une présidente de la République soit élu avec 10 000 électeurs sur 60 millions de Français, eh bien la Constitution nous dit que l'élection serait valable. Quand vous faites partie d'un syndic de copropriété, vous devez avoir un quorum. C'est-à-dire que sur les personnes qui sont inscrites pour l'ordre du jour, pour le vote, il faut 50% plus une personne. Il faut que le quorum soit atteint. Sinon, on ne peut pas passer au vote. Et il sera organisé une nouvelle réunion avec un nouveau vote. Cela est juste pour les associations loi 1901, ainsi que pour les syndics de copropriété, comme je vous l'ai dit. Mais pour une chose aussi grave que les élections, qu'elles soient présidentielles ou législative, eh bien non, on n'a pas besoin d'avoir un quorum. L'abstention pourrait devenir presque infinie et les élections seraient toujours valables. Déjà, premier point un peu bizarre. Alors si on veut aller au fond des choses, par rapport à la démocratie française, par rapport à la Constitution de 1958, il faut comprendre que depuis la Révolution de 1789, il y a eu un combat et une alternance entre 2 types de régimes. Les régimes parlementaires purs et les régimes autoritaires d'un homme. Exemple, Première République, 1789, avec donc l'Assemblée constituante, suivie de la Convention, suivie du Directoire, suivie du Consulat. Le Consulat, avec 3 consuls, dont le plus célèbre est Napoléon. Napoléon, qui va renverser la table en 1799. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. À ce moment-là, Napoléon devient Napoléon Ier, empereur des Français. Et nous voici partis pour 16 ans, presque ininterrompus, à part les 100 jours, en 1814. Nous voici donc partis pour 16 ans d'empire, d'un régime autoritaire, qui certes
a fait de très bonnes choses, comme le Code civil, et qui a mis fin au chaos induit par les différentes factions qui se battaient depuis la Révolution française. Néanmoins, Napoléon, c'est un pouvoir autoritaire. C'est le pouvoir d'un seul homme, qui ne subit aucune contestation. Et puis, on passe à la Restauration de 1815, après la bataille de Waterloo, à 1830, avec le règne des rois Louis XVIII et Charles X. 1830, une révolution, une deuxième. C'est ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses, qui met au pouvoir le roi citoyen, un orléaniste, Louis-Philippe. 1848, deux révolutions, celle de février et celle de juin. Celle de février, qui est une révolution vraiment populaire et ouvrière, suivie d'une deuxième révolution, celle de juin, avec les célèbres massacres du général Cavaignac. 1848, c'est la constitution de la Seconde République, qui va pas durer très longtemps, parce que le président, Louis-Napoléon Bonaparte, va décider de devenir à son tour empereur. Et c'est le Second Empire, de 1851 à 1870. 1870 avec la fameuse guerre franco-prussienne. Alors, en 1871, naît la constitution de la Troisième République. Une république parlementaire, une république des partis politiques. Les partis politiques qui vont faire leur petite vaisselle entre eux, qui vont s'arranger pour créer des coalitions, pour maintenir un pouvoir parfois plus ou moins socialiste, mais surtout un pouvoir bourgeois. Ce pouvoir de la Troisième République a pu, tant bien que mal, contrer les Allemands pendant la guerre 1914-1918, jusqu'à la victoire. Mais ensuite, il n'a pas su se défier de tous les petits arrangements, de toutes les bassesses électorales, de tous les trafics, de toutes les corruptions, dont par exemple la célèbre affaire Stavisky, qui verra une tentative fasciste de prise du pouvoir le 6 février 1934. Cette Troisième République va finir dans la déchéance et dans l'humiliation les plus totales, avec la désignation du maréchal Pétain lors de la débâcle de 1940. S'ensuit l'État français, cette sinistre tyrannie fasciste, jusqu'en 1944. 1944, c'est le gouvernement provisoire de la République française, qui est dirigé par Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui a su rétablir le prestige de la France qui avait été abîmé en 1940. Mais Charles de Gaulle s'en va en 1946 parce qu'il a compris que la 4e République serait à nouveau une république des partis. Donc une république de la corruption, des petites magouilles, des querelles d'hommes, des coalitions bancales. Cette 4e République va terminer elle aussi dans la déchéance au moment de la guerre d'Algérie. Et puis, le général de Gaulle revient au pouvoir en mai 1958, comme par hasard. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir mes vidéos concernant Zemmour et l'opération Résurrection, qui vous montrera comment le général de Gaulle a créé le concept de coup d'État démocratique. Mais même si l'affaire n'est pas vraiment morale et vraiment, comment dirais-je, légale, néanmoins, Michel Debré et le général de Gaulle ont su créer un système presque infaillible, la 5e République. La 5e République qui allie justement le pouvoir autoritaire d'un homme, le président de la République, avec un contre-pouvoir, le pouvoir législatif des assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le général de Gaulle faisait souvent appel au référendum pour demander l'avis des Français sur telle ou telle question. Mais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Le dernier référendum est celui que l'on a appelé Maastricht II, c'est-à-dire celui qui étendait les compétences de l'Union européenne. C'est le célèbre référendum de 2005, organisé par le président Sarkozy, qui a vu la France dire non à presque 55% à la nouvelle Union européenne. Et pourtant, quelque temps après, le traité de Lisbonne était adopté par le Congrès, à Versailles, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat. La voix du peuple était traînée dans la poussière. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant presque 1000 ans, les rois de France ont dirigé la France. Ils l'ont agrandi, morceau par morceau. Néanmoins, à cette époque, le peuple avait admis que le roi dirigeait la nation française et qu'il représentait le pouvoir de Dieu, qui donc transitait par la personne sacrée du roi. Le roi était le lieutenant de Dieu sur terre.
En 1789, nous avons décapité le roi. Et nous en avons terminé avec ce système de la royauté, de la monarchie française. Or, le peuple français, qui est souvent si rebelle, tellement gaulois réfractaire, comme le dirait un ex-président, ce peuple français a besoin d'un père, a besoin d'un référent au-dessus des partis. Une autorité presque sacrée, qui chapeaute, qui prend les décisions en dernière instance. C'est la personne du président de la République, qui est en fait, d'après la vision de De Gaulle, qui ne s'était pas trompé, un monarque républicain. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que la voix de Dieu qui était représentée par le roi de France, évidemment, suivant les conceptions juridiques et légales de l'ancien régime, est remplacée aujourd'hui par la voix du peuple, suivant ce célèbre adage juridique Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire que le peuple a le pouvoir. Le peuple a tous les pouvoirs. Le peuple a la violence légitime qu'il délègue à l'État pour sa protection par l'intercession des forces de l'ordre, police, gendarmerie, armée. Chaque atome, chaque citoyen du peuple français représente une portion du pouvoir politique, du pouvoir de décision, du pouvoir d'autorité. La auctoritas, comme le diraient les Romains. Or aujourd'hui, on a l'impression, et même plus que l'impression, que les dirigeants que nous avons eus lors des derniers quinquennats se méfient du peuple. Ils ne veulent plus faire de référendum. La voix du peuple serait-elle honnie? Serait-elle maudite? Le peuple serait-il dangereux pour ses institutions? Je signale simplement qu'un grand président américain, celui-là, Abraham Lincoln, le vainqueur de la guerre de sécession, qui a mis fin à l'esclavage honteux aux USA, avait une phrase: la République, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir, c'est le pouvoir d'un État, certes pour lequel nous votons, mais en fin de compte, avons-nous le choix des candidats? Pour présenter sa candidature, il faut énormément d'argent, énormément de capitaux, donc être soutenu par la finance. Il faut aussi avoir la voix des médias, médias qui appartiennent tous à des grands milliardaires. Je ne vous fais pas de dessin. Alors sans cela, comment pouvoir exprimer une autre volonté politique? Certains ont essayé de créer une brèche. Les Gilets jaunes, avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Parce que le référendum aujourd'hui ne peut être décidé que par l'intermédiaire du président des deux assemblées nationales et Sénat, ou par le président sur proposition du Premier ministre. Le peuple ne peut demander un référendum sur tel ou tel point important, le concernant directement. Cela est-il juste? C'est à vous de vous faire votre opinion. Alors évidemment, on ne peut pas faire un référendum pour chaque petite querelle de voisinage. Mais on pourrait instituer un référendum avec un quorum. Par exemple, quelques millions de personnes voulant débattre de tel ou tel sujet. Après tout, ça fonctionne très bien en Suisse. En tout cas, nous avons des dirigeants politiques, des partis qui se méfient du peuple et de l'utilisation du référendum. Et cela pose problème. Parce qu'en fin de compte, j'ai parlé de quinquennat. Tout le problème vient aussi de ce quinquennat. Pourquoi? La constitution du général de Gaulle de 1958 avait prévu un septennat, donc un mandat de 7 ans, qui pouvait être renouvelé plusieurs fois. Les élections de l'Assemblée nationale, elles, se font tous les 5 ans. Autrement dit, quand un président est élu, il crée une nouvelle chambre avec de nouvelles élections législatives, qui lui sont en général favorables. Et pendant 5 ans, il va pouvoir diriger. Sauf que, au bout de cette période, il y a de nouvelles élections législatives. Et si le peuple estime que le président a mal fait son job, avec sa majorité, alors il peut élire une nouvelle chambre, qui lui serait contraire. C'est ce que l'on appelle la cohabitation, qui a eu lieu 2 fois. En 1986, donc avec un président socialiste, François Mitterrand, et une chambre à majorité de droite, et ensuite en 1993. Et bien à ce moment-là, les gens peuvent exprimer leur mécontentement. Problème avec le quinquennat, pendant 5 ans, les gens subissent, si j'ose dire, le même gouvernement avec la même chambre. Et on le voit, quand le peuple ne peut pas s'exprimer par référendum, quand il ne peut pas arguer de sa colère dans les urnes,
il le fait dans la rue. Alors voilà, je laisse vous demander si vraiment, avec ces petites modifications, le quinquennat, l'interdiction d'un référendum voulu par le peuple, la négation totale de la voix du peuple lors du référendum de 2005, nous pouvons encore dire que notre démocratie est parfaite. Je rappelle simplement que la France, c'est le berceau des droits de l'homme. Alors voilà, question ouverte. Nous ne sommes pas en dictature, bien évidemment. Mais sommes-nous réellement dans une démocratie parfaite, avec des dirigeants politiques qui n'écoutent pas leur peuple, avec une propagande d'État qui se fait parfois extrêmement lourde sur certains sujets, et avec un pouvoir médiatique qui semble échapper à toute déontologie et qui semble justement servir une doxa, une espèce de ligne du parti, si j'ose dire. Pensez-vous qu'en France, on puisse évoquer tous les sujets? Pensez-vous que certains sujets soient suffisamment brûlants pour qu'on puisse les évoquer à la télévision ou même dans la rue? C'est la question que je me pose. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Eh bien voilà, votez bien, suivez les élections avec ce que j'espère le meilleur pour la France. Si cette vidéo vous a plu, comme vous le savez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez la partager. Voilà, portez-vous bien, merci de votre attention. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.